Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est par le procès de Charles Manson que nous allons commencer aujourd'hui la présente édition de Télémidi. Le procès s'est ouvert il y a une dizaine de jours à Los Angeles. C'est un procès hors série, vous le savez, dû premièrement à l'horreur du crime qui est jugé, l'assassinat dans une villa d'Hollywood de Sharon Tate et de ses amis. C'était le 9 août 1969. Procès hors série également en raison de la personnalité assez exceptionnelle de l'accusé Charles Manson. À ces deux choses, il faut ajouter aussi la publicité qui est faite autour de l'audience. Et c'est dans ce contexte qu'il faut replacer la déclaration faite hier par le président Nixon à Denver, dans le Colorado. Le président des États-Unis s'en est pris en effet aux journalistes assez violemment en leur reprochant de donner trop d'importance à cette affaire Manson. Cette déclaration, vous allez le voir avec Michel Polaco, a provoqué des réactions parfois violentes à Los Angeles. Les journalistes disent que le président Nixon a fait une gaffe. En Californie, on parle tout simplement de scandale. Le président Nixon n'a pas mâché ses mots. Voilà un homme, a-t-il dit, qui est accusé de 7 meurtres. Il est présenté comme un héros, les avocats de la défense comme des victimes. Il faut préciser qu'ils ont été emprisonnés 12 heures pour outrage à magistrat. Et le juge passe pour un bourreau. Cette déclaration du président Nixon sera considérée par la défense comme une infraction à la législation américaine. Dans une autre déclaration, alors, il revient sur ces mots et précise, dit-il, sa pensée. Manson doit être considéré comme innocent à cette heure du jugement. Mais les avocats profitent de l'occasion pour demander l'annulation du procès. Motif, c'est anormal que l'opinion publique attisée par la presse, puis le président des États-Unis considère l'accusé comme coupable avant l'issue de son procès. L'un des avocats dira même, si un président parle ainsi, c'est que c'en est fini de ce pays. Mais le procès se poursuit. Après les déclarations de Linda Kasabian qui charge son ancien complice et maître Manson, la défense continue à présenter des témoins pour discréditer celle sur qui repose l'accusation. Deuxième information qui mérite que l'on s'y arrête quelques instants, le détournement avant-hier d'un avion vers Cuba. En soi, vous me direz que la chose est banale, si cet appareil n'était pas un Boeing 747, car d'un seul coup près de 400 personnes, 360 passagers et 19 membres d'équipage sont victimes de ce détournement d'avion. Un commentaire de Xavier Périssé. Moins de 2 mois après sa mise en service, le Boeing 747 a lui aussi été victime d'un détournement sur Cuba. Parti de New York dimanche avec 360 passagers et 19 membres d'équipage, le jumbo jet de la Pan Am a été détourné en plein vol. C'est un homme seul, armé d'un pistolet et d'une bouteille de nitroglycérine, qui a forcé le pilote à poser son quadriréacteur sur l'aéroport de La Havane. Pour les autorités cubaines, l'arrivée inopinée d'un 747 et les risques que courait l'appareil sur un aéroport non adapté risquaient de provoquer des ennuis auxquels elle ne tenait pas. Conscient de la gravité de la situation, Fidel Castro lui-même s'est rendu à l'aéroport et s'est informé des événements auprès de l'équipage. Le pilote a été appréhendé et incarcéré dès sa descente d'avion. Après un décollage sans problème, l'appareil est finalement parvenu à Puerto Rico. On a eu très peur également ce matin à Madrid où un DC-9 de la compagnie Iberia a dû tourner pendant plusieurs heures autour de la piste car tous les pneus de son train d'atterrissage avaient éclaté. Fort heureusement, l'appareil a pu se poser en catastrophe sans trop de dommages. Pour l'instant, la compagnie Iberia n'a pas donné le nombre exact des passagers qui se trouvaient à bord de l'appareil. À l'étranger, on retrouve aujourd'hui encore les problèmes du Moyen-Orient et de l'Irlande du Nord. Hier soir à New York, le secrétaire général des Nations Unies, M. Tante, le médiateur, M. Yaring, et M. Rogers, l'auteur du fameux plan de paix pour le Moyen-Orient, se sont mis d'accord sur deux choses. D'une part, la nécessité d'une diplomatie discrète dans cette affaire du Proche-Orient. D'autre part, pour une mise en route rapide du processus diplomatique en vue d'appliquer, bien sûr, les recommandations qu'avait faites M. Rogers. En Israël, on s'y attendait un peu. Le parti GAL, le parti de M. Begin, a décidé ce matin, par 117 voix contre 112, de quitter le gouvernement de coalition de Mme Golda Meir. En Irlande du Nord, je vous le disais, la nuit a été encore une fois agitée, puisque dans le quartier de Ballymurphy à l'ouest, un quartier ouest de Belfast, des manifestants se sont heurtés la nuit dernière aux forces de l'ordre, et ce matin, on devait relever 25 blessés. En France, peu de choses, sinon le rappel des mesures qu'a annoncé hier soir à cette même antenne et à ce même plateau M. Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire la suppression du carnet de change et le doublement des allocations annuelles de devises, 3 000 francs au lieu de 1 500 précédemment. Ces mesures d'assouplissement, M. Giscard d'Estaing vous l'a confirmé, ont été prises en raison du volume plus que satisfaisant des rentrées de devises étrangères dans les caisses de l'État. Il va y avoir du changement à Rungis, changement dans les fruits et légumes.
Jusqu'ici, vous le saviez peut-être, le déchargement et la vente des fruits et légumes se faisaient la nuit entre 3 h et 8 h le matin. À partir de demain, ce même déchargement et cette même vente des fruits et légumes s'effectueront l'après-midi entre 13 et 18 h. Au début de l'année, pour être plus précis, c'était entre le 20 janvier et le 20 avril, la même expérience avait été tentée et vous allez le voir, cela n'avait pas été sans poser quelques difficultés aux usagers. Oui, il y a deux raisons essentielles. La première, ce sont les possibilités qu'offre le marché de Rungis. Au Halles Central, on est tenu par les impératifs de la voie publique. Ici, on peut travailler à toutes les heures de la journée. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a incontestablement une demande de la part de toute une partie de l'opinion des professionnels pour passer en horaire de jour. Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux horaires qui vont être mis en application à partir du 20 là? Ben, mon Dieu, s'ils sont, ce serait bien pour le personnel, enfin pour les gens qui travaillent de nuit, parce que, mon Dieu, ben, on dormira comme tout le monde, normalement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très contents de ces horaires. Ah ben, forcément, ce qui laisse entendre, les 17h, 10h, ce qui ferait rentrer les caissières à des heures impossibles chez elles. Enfin, c'est normal pour défendre nos intérêts. Ou alors qu'ils nous laissent commander la nuit, ou alors qu'ils nous mettent carrément de jour. On va charger des fraises, par exemple, le jour. Pour les livrer le lendemain, les fraises, qu'est-ce que ça va être? Ça va être que de la flotte. Dans le sud-ouest, les incendies de forêt continuent, notamment dans la forêt de Lacanau en Gironde. Si les pompiers ne sont pas encore maîtres du sinistre, on indique cependant au PC des pompiers que la situation évolue favorablement et que dans le courant de la journée, sans doute, cet incendie sera définitivement éteint. Des incendies dans le sud-ouest, des orages sur l'Auvergne et en Ille-et-Vilaine, la foudre a endommagé plusieurs lignes téléphoniques. Enfin, dans la région de Quimperlé, un orage de grêle a endommagé certaines cultures. Mauvais temps aussi aux États-Unis, où l'ouragan Celia a dévasté toute la région de Corpus Christi au Texas, un bilan assez lourd, 4 morts, 400 blessés, plusieurs milliers de maisons endommagées et les récoltes de coton et de riz perdues à jamais. Hier, nous vous rappelions les règles de prudence à observer si vous passiez vos vacances en montagne. Aujourd'hui, c'est au bord de la mer que Jean-Paul Sautet vous dit ce qu'il faut faire et bien sûr ce qu'il ne faut pas faire. Ces images tournées à Mer-les-Bains, près du Tréport, dans la Manche, images évocatrices de vacances sans histoire, témoignent de l'inconscience de bon nombre de nos concitoyens qui, pendant un mois, perdent tout sens commun au mépris de toute loi ou danger. Ici, précisément, ces dizaines de baigneurs risquent à tout moment de disparaître sous des tonnes de roches, car la falaise, un jour ou l'autre, s'écroulera sans préavis. Et pourtant, une signalisation claire, simple et précise est placée en évidence sur ce que demain, nous, journalistes, appellerons les lieux du drame. Et ce n'est pas tout, les falaises du Tréport n'ont pas le monopole de l'inconscience. En montagne, on vous l'a déjà dit, l'enneigement exceptionnel de l'hiver dernier a favorisé l'établissement de corniches et autres ponts de neige où il est dangereux de s'aventurer. Mais là aussi, semble-t-il, guides et montagnards ne sont écoutés que des montagnes elles-mêmes qui, imperturbables et superbes, répondent elles aussi par le plus absolu des mépris. Un vol de tableau très important ce matin à Paris, dans le 9e arrondissement. Des cambrioleurs se sont introduits certainement pendant le week-end dans un appartement de la rue Scribe et ils ont emporté une vingtaine de toiles de maître, appartement à Madame Chardot. Le vol s'élèverait, ce sont les premières estimations, à 8 millions de francs. Michel Drucker, les athlètes français sont à peine rentrés de Zurich pour la demi-finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme que déjà ils préparent la finale à Stockholm. Oui, absolument. Après leur belle performance de Zurich, que vous avez peut-être vu en direct sur vos écrans de télévision, les athlètes français pensent déjà à cette grande finale de Stockholm qu'ils disputeront à la fin du mois. Et pour garder leur forme, pour préparer cet événement très important, les athlètes français vont participer au cours de ce mois d'août à de nombreux meetings que la Fédération française d'athlétisme a soigneusement organisés. Vous avez peut-être entendu à ce sujet le directeur de l'athlétisme national, M. Robert Bobin, qui était hier l'invité d'Information Première Télésoir. Le premier de ces meetings de préparation à la finale de la Coupe d'Europe a lieu dimanche à Font-Romeu. Et à cette occasion, les sprinteurs français veulent s'attaquer au record du monde du 4 x 200 mètres détenu par les Américains avec 1 minute 21 secondes 7 dixièmes. Le relais français aurait en principe la composition suivante: Nallet, Fenouille, Carrette et Sarter. Sarter qui fut une des grandes vedettes du dernier match France-États-Unis, mais qui n'a pas participé à cette demi-finale de la Coupe d'Europe à Zurich dimanche dernier car il est légèrement blessé à la cuisse. Au cours de cette réunion de Font-Romeu, les hommes de concours seront également présents. Pagny, Elliott, Colnard, Berthe Canelli ont en effet été eux aussi invités à ce meeting de Font-Romeu.
Football, après 2 mois d'interruption et une inoubliable Coupe du Monde, les championnats de France et étrangers même reprennent maintenant. En France, le championnat nouvelle formule débute dans quelques jours, le 12 août très exactement, mais pour l'instant, c'est l'équipe de France de football qui préoccupe les dirigeants du football français. Cette équipe de France rencontre la Tchécoslovaquie à Nice au début du mois de septembre, et pour préparer ce match important, près de 40 joueurs sont actuellement en stage à Paris, à l'Institut national des sports. Michel Drey leur a d'ailleurs rendu visite hier et aujourd'hui. Vous verrez son reportage ce soir dans Information Première. Tennis en finale de la Coupe de Galéa à Vichy. La Tchécoslovaquie mène devant l'Espagne, 2 victoires à 1. Les Tchèques ont en effet gagné le double. Les 2 simples de cet après-midi seront donc décisifs. La France, en match de classement, est menée par l'Italie 2-1. Boxe, José Manuel Ibar Hurtin, l'étonnant champion d'Europe des poids lourds que nous allons voir maintenant en action, en culotte blanche, a subi récemment sa première défaite. Cela s'est passé à San-Sébastien devant 10 000 spectateurs. Hurtin rencontrait Alfredo Vogrig, un honnête mi-lourd italien, qui dès le début du combat lui posa d'ailleurs de nombreux problèmes. Plus rapide, bénéficiant d'une meilleure allonge, Vogrig s'octroyait les 2 premières reprises, réussissant même à toucher durement Hurtin, qui contre-attaquait souvent de façon désordonnée. Hurtin a le punch, c'est indiscutable, mais il n'a pas encore la technique des grands boxeurs. Le champion d'Europe, puissant, mais très brouillon, vous allez le voir, va se ruer alors sur son adversaire dès le début de la 3e reprise. Et là, regardez bien, à la suite d'un échange très violent, l'Italien Vogrig va s'écrouler au tapis, grimaçant de douleur, dans l'attitude d'un boxeur touché par un coup bas. Vogrig souffre, visiblement, il ne peut absolument pas se relever, il va être compté 10. Le manager de l'Italien va alors protester avec véhémence auprès des officiels et de l'arbitre, et après intervention du médecin, obtenir satisfaction, c'est-à-dire la disqualification du champion d'Europe pour coup en dessous de la ceinture. Cette décision jeta bien sûr la consternation parmi les supporters d'Hurtin qui s'apprêtaient déjà à fêter une nouvelle victoire avant la limite de leur idole. Il s'ensuivit alors une certaine confusion sur le ring. Hurtin félicita tout de même, vous le voyez, Vogrig avant d'aller éclater en sanglots dans les vestiaires, assurant qu'il avait touché l'Italien au foie et non pas au-dessous de la ceinture. Vous voyez que les boxeurs sont souvent sensibles aussi. Bien, une affaire que l'on croyait classée, c'était l'affaire Bobby Moore, arrêté juste avant la Coupe du Monde. Or, il revient au premier plan de l'actualité. Oui, vous vous souvenez que Bobby Moore, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, avait été arrêté à Bogota quelques jours avant l'ouverture de la Coupe du Monde pour avoir soi-disant volé un bracelet d'une valeur de 1200 $. Mais il avait été relâché faute de preuves. Cette affaire paraissait classée et maintenant on apprend qu'un procureur auprès du tribunal de Bogota a demandé hier l'annulation de la mise en liberté et l'arrestation du joueur britannique. Selon le procureur, M. Rafael Campo, il existe des éléments suffisants pour exiger l'incarcération du joueur de football britannique. Affaire à suivre, en tout cas Bobby Moore s'est prononcé, il a été interrogé quand il a eu connaissance de cette dépêche. Il a déclaré « Je suis très surpris que cette affaire ait rebondi. Je la croyais complètement classée, complètement enterrée. Il m'est très désagréable de la voir ainsi exhumée si près du début de la nouvelle saison dont je vous parlais il y a un instant, car les Anglais vont reprendre aussi leur championnat. Maintenant, ajoute Bobby Moore, je suppose que je n'ai plus qu'à attendre et voir ce qui va se passer. C'est ce que nous allons d'ailleurs faire. Nous aurons peut-être des développements sur cette affaire dans les prochaines heures. Bien, donc, une affaire à suivre. Avec France Nespo, maintenant, un nouveau titre pour les vacances, un titre d'ailleurs très prometteur, vous allez le voir, puisque ce sont les princes des années folles. Oui, Les Princes des années folles, un livre de Gilbert Guillemino et Philippe Berner. C'est Gilbert Guillemino qui est venu aujourd'hui avec nous pour en parler. Et ce livre, c'est somme toute un très beau florilège de tous ces aventuriers de l'esprit de l'époque. Je vais vous en citer quelques-uns: Jean Cocteau, Maxime Gorky, Alain Gerbaud le navigateur, Ettore Bugatti, Scott Fitzgerald et une princesse aussi, Coco Chanel. Gilbert Guillemino, j'aimerais vous demander, puisque vous êtes journaliste, quelles ont été vos sources, si vous avez, pour parler de ces personnalités si brillantes, eu recours à des écrits ou bien si vous vous êtes livré, disons, à des enquêtes aussi? D'abord, vous savez, Dieu soit loué, que quelques-uns de ces personnages vivent encore. Fritz Lang est plus vivant que jamais et Philippe Berner a pu très longuement s'entretenir pendant de longues journées avec lui et retracer ce destin absolument exceptionnel. Coco Chanel est là, nous le savons à chaque collection, mais vous savez en revanche qu'elle est d'une discrétion rare sur son passé. Il y a un mythe Coco Chanel et nous avons présenté les différentes hypothèses, mais nous ne prétendons pas avoir la clé, elle seule pourrait la donner et je crois qu'elle ne voudra jamais la donner. En dehors de cela, eh bien, sur Gorky, par exemple, il existe beaucoup d'émigrés
car ceux qui pourraient dire la vérité sur les années 20 ne sont dans l'ensemble pas restés en Russie où ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer là-dessus. Alain Gerbaud, eh bien, il existe par exemple une correspondance personnelle d'Alain Gerbaud à son ami Pierre Albaran qui apporte des lueurs nouvelles sur le destin de ce grand navigateur solitaire. Il existe ainsi, vous savez que pour Bugatti, d'abord on peut faire le pèlerinage à Molsheim, qui est un pèlerinage passionnant, et puis on peut interroger aussi la fille d'Ettore Bugatti, qui a sur son père des souvenirs absolument exceptionnels. Voilà, en dehors de tous les documents de toutes sortes, qui en 40 ans se sont accumulés, voilà quelques sources qu'on peut exploiter. Oui, c'est très certainement une histoire tout à fait vivante. Et justement, vous parliez de mythe Coco Chanel. Moi, j'aimerais vous demander, et on aimerait peut-être savoir, quelle est justement la parenté qui peut exister entre ces personnages d'alors, qui étaient tous plus ou moins mythiques, qui menaient une espèce de vie fastueuse, extraordinaire, avec les célébrités, disons les locomotives d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut établir des rapports, ou bien est-ce que c'est une période qui est tout à fait terminée? Vous savez, d'abord, je les crois d'un niveau tout à fait supérieur. Je crois que c'était une grande époque. Je ne crois pas que celle de 70 soit comparable au point de vue de la prodigieuse effervescence de l'esprit. On a parlé de l'imagination au pouvoir en 68, mais vous savez, l'imagination au pouvoir en 1920, c'était quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Donc, je pense en plus, et c'est une chose sur laquelle nous avons beaucoup insisté, il y a en 1920 une menace qui depuis a pesé beaucoup plus lourd encore, c'est la masse, n'est-ce pas? Et les princes que Philippe Berner et moi nous avons essayé de montrer, ce sont des gens qui essayent de sauver l'individu. Et je crois que c'est une des dernières tentatives pour consacrer la primauté de l'individu sur la masse. Eh bien, merci Gilbert Guillemino. Je rappelle que ce livre est vraiment tout à fait dans la forme du roman précis, vrai, de l'histoire vivante. Il s'appelle donc Les Princes des années folles par Gilbert Guillemino et Philippe Berner aux éditions Plomb. Merci. Avant de passer à notre rubrique magazine avec France Guérité, 3 petits échos. Des échos automobiles, vous allez le voir. Une Anglaise de 62 ans, Madame Margrave, a réussi hier l'examen du permis de conduire. Il faut ajouter quand même que c'était la 41e tentative pour Madame Margrave, qui bien sûr a droit, pour sa patience et sa volonté, aux félicitations de toute l'équipe de Télémidi. Des félicitations d'ailleurs qu'elle va partager avec le propriétaire de cette voiture, propriétaire qui habite Helsinki, et qui, il faut le préciser, n'est pas décorateur ni peintre de son état. Enfin, dernier écho, sachez qu'une firme britannique spécialisée dans les problèmes de sécurité pour les grands magasins a engagé, pour vérifier l'efficacité justement de ces systèmes de sécurité, des voleurs à l'étalage, dit-on, à la retraite. L'expérience a été très utile, à la fois pour l'entreprise qui a pu faire les vérifications nécessaires, mais aussi pour les voleurs. On dit que certains pourraient peut-être reprendre du service. France Guérité, je crois aussi que les mandats télégraphiques intéressent les malfaiteurs. Vous avez du nouveau pour ça, je ne sais pas, en d'ailleurs. tout cas, il y a du nouveau. Si vous avez besoin d'envoyer des mandats, vous pourrez bénéficier d'un nouveau procédé qui est mis en place depuis le 1er août. Il s'agit du mandat à optique, qui n'exclut pas d'ailleurs le procédé du mandat à versement normal. Annick Guédose nous dit comment tout cela se passe dans les bureaux de poste. Dès réception, il vous suffit de déposer au bureau de poste le plus proche votre quittance à laquelle est inclus un mandat optique et le montant correspondant. Votre quittance vous servira de reçu. Le mandat optique, qui est un mandat pouvant être lu directement par un lecteur optique, partira le soir même pour le centre de traitement. Pour l'usager, il n'y a plus de formule à remplir dans le bureau de poste. La formule lui a été communiquée par l'organisme auquel il doit de l'argent et sa seule présentation au bureau de poste supprime de remplir une formule de mandat. Pour l'organisme, au lieu de recevoir les talons des mandats à l'aide desquels les organismes encodaient les données qui étaient dessus pour les entrer en ordinateur, on leur remet une bande magnétique. Quel est l'avenir du mandat optique ? Eh bien, une étude de marché montre qu'elle répond à un besoin parce que de nombreux organismes, en effet, utilisent le mandat de versement à un compte courant postal pour recevoir les sommes qui leur sont dues.
Ces organismes utilisent couramment un ordinateur pour l'impression des quittances, mais ils étaient gênés pour le retour, pour encoder les informations qui revenaient sur les talons des mandats. Nous pensons que d'ici la fin de l'année prochaine, il y aura quelques dizaines de millions de mandats optiques par an qui seront reçus dans les bureaux de poste. Est-ce que vous comptez adapter cette nouvelle formule à d'autres formes de paiement? Oui, ça n'est qu'un début, qu'une application de la lecture optique, mais nous pensons également dans le courant de l'année prochaine mettre en service ce que nous appelons un titre universel de paiement qui permettrait aux débiteurs d'émettre soit un mandat de versement dans un bureau de poste, soit une formule de virement. Voici qui simplifiera certainement la vie de tous les jours. Mais nous avons pensé aussi simplifier la vie des maîtresses de maison, des mères de famille en vacances, avec ces quelques suggestions réunies par Jacqueline Alexandre. Il s'agit de salades d'été dont la préparation nécessite que très peu d'attention. Voici Jacqueline Alexandre qui vous propose d'abord une salade vendéenne. Pour 6 personnes, il faut 1 litre de moule, une tasse de mayonnaise au citron, une tomate, de l'estragon et des fines herbes, 250 g de champignons et une boîte de 300 g de colin. Émiettez grossièrement le colin et versez-le dans un saladier. Puis émincez 250 g de champignons, épluchés et soigneusement lavés, mélangez-les avec le colin. Sur feu vif, faites ouvrir 1 litre de moule que vous ajoutez à la préparation. Hachez quelques fines herbes finement. Il n'y a plus qu'à assaisonner de mayonnaise au citron. Mélangez intimement la préparation, puis versez dans le plat de service. Pour la décoration, disposez en quinconce des quartiers de tomates et des moules en coquille réservés à cet usage. Ainsi prépare-t-on une salade vendéenne. Pour une salade au cervelas, prévoyez 1 oignon, 1 poivron, 100 g de gruyère, une laitue et du cervelas que vous coupez en fines rondelles dont vous tapissez le fond du plat de service. Coupez 100 g de gruyère en petits dés que vous versez sur le cervelas. Épluchez le poivron car la peau est indigeste. Une seule solution, passez-le au four quelques minutes, la fine peau sera craquelée et s'enlèvera facilement. Parsemez la surface du plat de lamelles de poivron ainsi que de fines rondelles d'oignons crus. Nappez de sauce tartare et mélangez au moment de servir. Trois cuillerées à soupe d'huile, une de ketchup, 2 cuillerées à café de moutarde, 6 tomates, une demi-boîte de petits pois. Enlevez le chapeau de la tomate et évidez les graines à l'aide d'une petite cuillère. Salez abondamment l'intérieur de la tomate pour la faire dégorger et retournez-la sur un plat. Versez les petits pois égouttés dans un récipient, ajoutez du persil, puis préparez la sauce à part avec sel, poivre, une cuillerée à soupe de ketchup, 2 cuillerées à café de moutarde, et enfin 3 cuillerées à soupe d'huile. Mélangez vivement et versez sur les petits pois. Farcissez les tomates de cette préparation et décorez d'une touffe de persil. Disposez dans le plat de service, tapissez de feuilles de laitue. C'est un plat de tomates hongroises. Un pain pique-nique se prépare la veille. Il faut des filets d'anchois, de l'ail, des cornichons, des capres, du sel, du poivre, vinaigre et huile d'olive, 5 tomates, 2 poivrons, 1 oignon, branche de céleri, olive et 3 œufs durs. Épluchez et videz les tomates, coupez les poivrons en lamelles et le céleri en petits tronçons. Ajoutez des olives vertes et noires, coupez les œufs durs en petits morceaux ainsi que l'oignon. La sauce se prépare dans un mortier. Il faut 2 oignons, le contenu d'une boîte d'anchois et son huile, 2 gousses d'ail, poivré, salé abondamment,
Mettez 2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin, un demi-verre d'huile d'olive, des cornichons coupés en petits morceaux et une boîte de capres. Versez le mélange sur votre préparation. Glissez le tout dans un pain d'une livre dont on a retiré la mie, tassez bien et enroulez le pain dans un torchon humecté d'eau salée. Eh bien, avant d'apprécier une de ces salades, rejoignons Gérard Vidalanche à la Bourse de Paris.